Bon, alors, ah bah ça a l'air mieux, ça a l'air beaucoup mieux. Alors bon, finalement, euh, bon, alors je ferai un montage de la première question. Hein, on va donc attaquer sur les possessions, les entités. Je disais effectivement que pour écrire un livre comme ça, voilà, surtout pour un médecin, aborder un tel sujet que je remonte parce que le livre est vraiment passionnant, bien écrit. Bon, ça, vous avez une facilité pour écrire, c'est accessible. Je veux pas être en train de vous flagorner, là, vous envoyer des fleurs, mais bon, c'est un fait qu'il est très agréable à lire, très clair. Bon, alors, on va commencer à parler de tout ce qui peut nous empoisonner l'existence. Et Dieu sait s'il y en a. Donc, vous parlez beaucoup des pensées. Alors, comme moi, c'est un peu mon dada, les pensées, c'est mon gros dada. J'aimerais que vous nous disiez comment on se pollue l'existence avec nos pensées. Et quelque chose qui m'a vraiment frappé, parce que bon, je le savais, mais le lire, c'était autre chose, c'est qu'effectivement, quand on médit, quand on cancane, quand on dit du mal de quelqu'un, parce que c'est comme ça, on porte préjudice à la personne. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez tout ça, toute cette partie des pensées, la pensée le placebo, enfin on en a déjà parlé dans une interview précédente, mais c'est vraiment passionnant. Alors j'écoute le maître. Mètre 88, je suis pas un mètre 88 simplement. Ça, j'accepte ce mètre 88, le autres non. Mais si vous voulez, notre pensée, déjà, faut bien comprendre qu'elle ne reste pas enfermée dans notre boîte crânienne. C'est une évidence. Donc, elle rayonne tout autour de nous. Donc, il y a des expériences d'ailleurs qui ont montré qu'elle agissait sur les pensées des autres, elle agissait sur la matière, elle agissait bien sûr aussi au niveau de notre corps. Donc, au niveau de notre corps, pour passer là-dessus, bon, comme vous disiez tout à l'heure, il y a le placebo. Et le placebo, c'est rien d'autre que la croyance d'une personne pour son traitement et qui va faire que ça va donner jusqu'à 35% en moyenne de résultats positifs. C'est donc, énorme. On peut dire que 35% des effets obtenus par n'importe quel remède ou technique, n'importe quel remède, naturel, pas naturel, etc., eh bien, sont obtenus par l'effet placebo, c'est-à-dire par la pensée même de la personne. Après ça, moi, je donne souvent aussi l'exemple de la sophrologie ou de l'hypnose, parce que le sophrologue, le talent du sophrologue, c'est de mettre la personne en état modifié de conscience. Oui. Arrivé là, il va lui passer une induction, et puis à partir de là, c'est l'esprit de la personne qui reçoit le message qui va faire l'action sur le corps. Mais c'est pas le sophrologue, c'est la personne, son esprit qui va faire. Tout ce qu'on est capable de faire en état sophronique, eh bien, je considère qu'on devrait être capable de le faire à l'état conscient, sauf qu'on n'y croit pas. Donc, voilà, c'est ça. Mais ça va, vous voyez, parce que là, en ce moment, bon, en France, on voit tout ce ramassis dans tous les partis de tout ce qui se dit et tout. Je trouve ça personnellement lamentable, hein, parce qu'on cancane. On cancane et on répète des cancanages et finalement ça devient l'égrégore qui Tout à fait. Hein? Et là, c'est pour ça qu'on dit souvent, vous savez, on a les gouvernants qu'on mérite. Oui. Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment, moi je vais faire souvent dans les stages des petits exercices de l'amour. En voyant de l'amour, on s'envoie à l'amour, deux personnes s'envoient à l'amour, et là on se sent royalement bien, aussi bien que quand on la reçoit, que quand on l'envoie. Par contre, l'inverse est malheureusement vrai. C'est-à-dire, c'est que nous, en France, on est les champions des grandes gueules, hein, faut pas se leurrer. Et donc, j'assume, hein, je suis français. Et donc, si vous voulez, c'est qu'à force de critiquer toutes ces personnes, eh bien, alors, on leur envoie des pensées négatives. Si bien qu'en pensant à penser négative, ça leur fait baisser obligatoirement leur niveau vibratoire. Donc, obligatoirement, quand on baisse le niveau vibratoire, on arrive où? On arrive dans les pensées qui vont être des pensées égocentriques. Oui. On va être sur des pensées, voire des tentations à la malversation et des choses comme ça. Oui. Mais quelque part, au bout du compte, on peut se dire, ok, la personne est responsable parce qu'elle l'a fait. Oui. Okay. Mais d'un autre côté, ne sommes-nous pas non plus responsables à force de lui envoyer des tas de pensées négatives. Alors surtout quand il y a un grand groupe, vous savez, le pire, c'est que quand c'est les égrégores. Vous savez, vous allez voir un match de foot tranquille pour regarder un beau match, etc. Puis pouf, vous tombez dans l'égrégore.
l'équipe de France, l'équipe de trucs. Et là, d'un seul coup, vous vous retrouvez animé de pensées qui sont les pensées de l'égrégore qui, quelque part, ne vous appartiennent plus. Tout à fait, Mais oui, tout à fait. Oui, subjugués par ça. Et vous vous entendez, allez, la France. oui, non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est assez drôle ce que vous dites, enfin drôle. Je l'ai vécu. Une fois, je suis allé. Bon, moi, mon fils est un passionné de foot, alors je suis allé voir le foot et je me suis senti lourde après. Vous voyez, oh là là, comme s'il y avait un énorme truc sur moi. Bah c'est ça. Oui, non mais on est porté par cet égrégore, etc. oui. Et puis après ça, on retombe. Et ça, l'égrégore, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que cette puissance de la pensée réunie, c'est que ça nous submerge tellement notre pensée que on devient, regardez les gens qui vont se taper pendant un match, les supporters qui se tapent. Oui, tout à fait. Pour un méchant jeu où on tape dans un petit ballon là. Oui. D'abord, on pourrait leur en mettre 2, comme ça éviterait de ballons. Non, mais c'est vrai, c'est franchement. Alors, ouais, c'est quelque chose qui. Alors, on influence notre environnement. Bon, bien sûr que grâce à la physique quantique, on sait qu'on est tous reliés, hein, donc automatiquement, bon, c'est compréhensible. Mais le voir écrit, moi, ça m'a. Oh là, j'ai dit oui, effectivement. Et ça rejoint le premier accord Toltec qui dit que ta parole soit pure ou soit parfaite, ou je sais pas, un truc comme ça. Et il dit. Ça rejoint la pensée hawaïenne avec Ho'oponopono, parce que la pensée hawaïenne, la première pensée, c'est le aloha, l'amour, l'amour du prochain, bonjour, je t'aime, bonjour, je te prends en considération. La deuxième règle, c'est le pono, c'est l'intégrité, la rectitude. Et là, c'est vraiment la deuxième règle aussi au niveau de la sagesse hawaïenne. Vous voyez, ça rejoint. C'est toujours pareil, ça c'est sûr, mais ça donne à réfléchir. Ça, c'est pour ça que je voulais vous en parler, que les gens vont le voir, parce que effectivement, oui. Et là, si vous voulez, c'est que à l'échelon individuel, c'est pareil, c'est que qu'on ait tous des pensées négatives sur un tel ou un tel, on est humain. Oui. Ça, mais quand on envoie une pensée négative, ce qu'il faut, c'est tout de suite envoyer une pensée d'amour. Tout de suite effacer. Parce qu'en fin de compte, si vous envoyez même au volant, vous avez un type qui vient vous faire une crasse et puis que vous commencez à l'engueuler, etc. dans votre tête. C'est logique. Oui. Mais seulement, le problème, c'est que si cet individu a un accident un peu plus loin, est-ce que votre pensée n'est pas intervenue dans cette... Quelque part, oui, hein, c'est vrai. C'est là que ça devient... oui, tout à fait. Il faut être responsable de ses actes, mais aussi de ses pensées. Ah oui, mais ça c'est vraiment un gros pas, tout le monde en parle. Hein, le Dalai Lama, pratiquement tous les courants religieux en parlent, il faut faire très attention. Alors, il y a une chose aussi qui m'a... il y a beaucoup de choses, on peut pas tout parler, parce que sinon on resterait encore 4 heures ensemble, j'en serais ravi, mais ça pourrait pas passer. C'est l'épigénétique. Dire que ça, j'aimerais que... parce que ça revient, hein, maintenant on en entend parler un peu plus. Donc pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'épigénétique? L'épigénétique, si vous voulez, quand j'étais à la faculté de médecine, on m'a toujours enseigné qu'on a un certain nombre de gènes de départ et que ces gènes-là, il fallait faire avec, bon an, mal an, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, il fallait faire avec pendant toute sa vie. Et que si on avait une mutation génétique, il pouvait survenir des mutations génétiques pendant la vie avec les radiations atomiques ou choses comme ça, mais c'était des cas déjà un petit peu exceptionnels, mais on avait ça. Mais en fait, on s'est aperçu de quelque chose, pour moi, qui est extraordinaire. Et là, je m'en suis aperçu maintenant, il y a une bonne dizaine d'années, 15 ans, j'ai lu les premiers articles. Et là, c'était pour moi une grande bouffée d'oxygène, parce que c'est vrai qu'on a, je ne sais plus, on est sur la bagarre des chiffres, peu importe. Imaginons qu'on ait 100 000 gènes au total. Sur ces 100 000, il y en a 22 000, on sait, qui sont actifs. Oui. Donc, il y en avait 80 000 qui ne servaient à rien. On a même considéré au départ que les généticiens parlaient de l'ADN poubelle. Pour vous dire la bonne considération qu'ils avaient. Oui. Mais enfin, on s'est aperçu que, en fonction de nos vécus, de nos émotions, de nos modes de vie, on était capable d'ouvrir et de fermer des gènes. Un mode de vie sain ouvrait des gènes de bonne santé. Un mode de vie délétère ouvrait des gènes de la maladie. Et là, donc on agit sur nos gènes alors. On agit sur nos gènes. Mais ce qu'on a fait peut être défait.
En ce sens qu'il y a eu des études aussi qui ont été montrées que c'était sur des personnes qui avaient des cancers de la prostate. On s'est aperçu ils ont accepté de rentrer dans un protocole de vie saine à suivre pendant 3 mois. Vie saine autant sur le mode de vie, l'alimentation, etc., que sur la méditation, que sur l'activité physique, que les groupes de parole, etc. Et donc, au bout de 3 mois, on s'est aperçu déjà que certains gènes cancéreux commençaient à se fermer et que des gènes de la bonne santé s'ouvraient. Donc, si vous voulez, c'est que il faut bien comprendre que là encore, rien n'est jamais écrit et que nous sommes les maîtres de notre destin. Oui. Okay. Donc c'est vraiment important parce qu'on va pas se dire ah oui c'est de la faute de mes parents, de mes gènes, machin. Oui, c'est vrai qu'il y a les gènes, mais maintenant à nous de savoir les ouvrir ou de les fermer. Donc c'est ça l'épigénétique. L'épigénétique, l'idée, c'est que notre mode de vie, nos vécus vont modifier l'expression des gènes. C'est-à-dire, c'est qu'on va pas changer les gènes, mais par exemple, sur ces 20 000 gènes, il va y en avoir peut-être une centaine qui va se fermer, et sur les 80 000 gènes qui étaient inactifs jusqu'à présent, il y en a une centaine qui vont s'ouvrir. Et donc là, ça va être une inversion, et là, c'est pour ça que selon nos modes de vie, bons ou pas bons, eh bien, on va changer nos gènes d'une manière bonne ou d'une manière moins bonne. Et ce qui est fait dans un sens, parce qu'on fait tous des bêtises dans la vie, on fait tous des choses. Oui, heureusement quand même, un petit peu, hein. Ah oui, non, mais les extras, c'est une chose, mais vous savez, quand on est jeune, on essaie plein de trucs et de machin. Oui. C'est vrai, on ouvre des choses, mais c'est vrai qu'on peut les refaire après. On peut, heureusement. Mais le problème, c'est surtout quand on fait ça quand on est jeune, on fait les enfants après. Oui. Et quand on fait ça après, les modifications épigénétiques sont transmissibles. Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites, oui, c'est ça. Les mères qui sont stressées passent leur stress, altèrent les gènes de l'enfant parce qu'ils sont stressés aussi. Des enfants stressés. Voilà, on aura des enfants stressés. On a vu ça avec l'Holocauste, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a vu ça avec l'événement du 11 septembre aux États-Unis, etc. Donc, on a vu ça aussi au Canada. Ils m'ont montré une étude qu'ils avaient faite parce qu'il y avait une période où ils avaient un gros hiver. Alors, moi, je suis très inquiet quand ils me disent un gros hiver parce qu'ils ont déjà moins 40, c'est normal. Oui. Alors, gros hiver, je me demande ce que c'est. Et là, ils ont été coupés du monde pendant un certain temps. Et les femmes qui étaient enceintes ont eu des enfants qui étaient plus stressés que les autres. C'était visible avec un taux de cortisol qui était plus élevé que la moyenne. Ah, dis donc, ouais. Ça, c'est comme quoi. Hein. Alors, on va parler de tous ces petits. Finalement, quand je suis arrivé à la fin de votre livre, je me suis dit, mais on a tous un sort qui nous a été jeté. On a des entités. Alors, on va parler des premières choses. Quelqu'un qui est malade. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a une entité qui est sur lui ou comment ça se passe? Alors, si vous voulez, il faut déjà définir un petit peu les entités. Voilà, on va définir les entités. On peut considérer qu'une entité, c'est une conscience, un esprit qui n'est pas incarné. Okay. C'est un petit peu une définition. Voilà. Et donc après ça, il y a beaucoup de petites entités. Alors c'est vrai que ces petites entités étaient assez rares autrefois. Et c'est pour ça que moi, je m'en occupais pas trop. Et quand je voyais ça, souvent, comme j'étais médecin, j'envoyais ça chez un guérisseur qui s'occupait de ça. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entités à cause de ce niveau vibratoire qui monte, qui a secoué un petit peu la vase qui était au fond. C'est bien que les entités, on est tous pollués par des petites entités. On y est tous. Faut pas se leurrer. Et même moi, j'y suis tout le temps et je suis tout le temps en train de refaire un petit nettoyage. Alors, ces entités, elles rentrent en nous, elles sautent, elles bougent, elles remuent, elles sont très actives. Et le truc, c'est que quand elles sont capables, elles vont aller se fixer sur les endroits en souffrance. Ah oui, c'est ça, oui. Et inversement, elles sont capables de se fixer sur un endroit et provoquer une souffrance de l'organe. Et si vous voulez, c'est que la première fois où j'ai pris conscience d'une entité, je vais vous la raconter parce qu'elle est rigolote celle-là, parce que j'étais médecin. Ouais. Moi, j'avais mal à une épaule. Bon, vous savez, les médecins, dès qu'ils ont un problème quelque part, ils le soignent avec la plus extrême énergie par le mépris. Donc, on se soigne jamais. On dit, ça va passer. Ça va passer. Donc, évidemment, comme tous mes confrères, ça va passer. Et puis, cette douleur me taraudait, etc. Et puis, au bout de quelques jours, j'avais une réunion avec, je devais faire en voiture, et j'emmenais 3 personnes dans ma voiture. Je conduisais et j'avais toujours mal à cette épaule. Je la sentais, cette douleur, toujours présente, etc. Et puis, à un moment,
sur la conduite, sans que je fasse rien du tout, sans que je demande rien du tout, je conduisais. Et d'un seul coup, je sens la douleur qui s'évade. Et là, j'étais vraiment heureux de sentir que cette douleur se libérait dans mon épaule. Et j'allais dire dans la voiture, wow, c'est génial, ma douleur est partie. Mais j'ai été pris de court parce que la voisine de derrière, elle m'a dit, aïe, 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 mon épaule, aïe, 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 mon épaule. Oh là! Et là, j'ai compris qu'en fin de compte, ce que j'avais un truc sur l'épaule qui a sauté sur la voisine de derrière. Donc vous comprenez, et ça a été pile poil. Mais j'allais le dire, et c'est elle qui a crié la première fois, aïe mon épaule, aïe mon épaule. Et comment vous expliquez ça alors? Parce que je vous ai dit, ce sont des petites entités qui sont capables de venir s'incorporer en nous. Elles sont souvent bruyantes au départ, quand elles rentrent un petit peu comme ici, etc. Et puis après ça, elles vont trouver un petit endroit tranquille pour se chauffer, nourrir. Alors elles vont vous titiller, mais pas méchamment. Si vous voulez, c'est que vous allez vous dire, ah tiens, j'ai la vésicule qui me chatouille en ce moment. Oui, mais j'ai mangé une mousse au chocolat ce midi. Oui, mais je suis un peu stressé. Donc on va pas tout mettre sur le dos des entités, évidemment. Oui. Mais alors c'est peut-être vrai, mais d'un autre côté, il peut très bien y avoir des petites entités qui viennent tarauder. Et ces entités viennent nous pomper notre énergie. Elles viennent prendre l'énergie et viennent perturber les organes, le fonctionnement des organes. Alors comment on se rend compte, quoi? Parce que vous avez dit il y a quelques instants, j'en voyais chez mes clients. Comment vous les voyez alors? Comment ça se voit? On les voit, moi je les ressens en faisant les soins énergétiques. Oui. On peut demander à les ressentir et puis on les ressent tout de suite. On peut faire des tests énergétiques qui vont nous le donner. Oui. Ceux qui pratiquent par exemple la radiesthésie, l'antenne de l'échelle, la kinésiologie, ils vont avoir aussi cette information-là. Qui vont leur donner la confirmation. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'autant autrefois, c'était quelque chose de relativement rare, autant aujourd'hui, c'est quelque chose de très général. Alors souvent, ce que je dis, vous voyez, c'est que je voyais ça encore, je sors d'un stage là depuis que j'ai fait à Paris, donc pendant 5 jours. Là-bas, on se dit, ok, je vois un organe qui est en souffrance. Je regarde s'il y a des entités, oui. Donc là, je vais demander, je vais éliminer ces entités, je vais les transmuter, enfin, je vais demander à les transmuter parce que c'est pas moi qui le fais, c'est eux qui sont beaucoup plus capables que moi pour le faire. Et après ça, on voit ce qui reste. Parce que soit les entités sont la cause, à ce moment-là, ça va améliorer largement, ça va solutionner peut-être même le problème, soit les entités sont une conséquence, donc on va déjà soulager un petit peu le problème, et il restera après ça à traiter le côté physique, évidemment, parce que s'il y a un foie ou une vésicule qui est malade, elle va attirer les entités. On enlève les entités, la vésicule est toujours malade, mais on a déjà allégé le problème, si vous voulez. Donc, alors, dites-moi si je me trompe. C'est-à-dire que quand on est malade de quelque part, est-ce que c'est toujours des entités, des miasmes, ou non, ou des entités, ou des sorts qui nous ont été jetés, non. Si vous voulez, c'est des choses qui sont très fréquentes, c'est vrai, mais faut pas leur mettre non plus sur le dos tous les malheurs du monde. Hein, c'est pas tous les malheurs du monde. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, c'est que les petites entités, je les ai vues de plus en plus fréquentes. Et là, je vous ai dit, c'est pratiquement une généralité. Les sorts, je les ai vus de plus en plus fréquents. Et pourquoi? Parce qu'on retrouve la méthodologie sur Internet, on retrouve ça dans les bouquins, c'est extrêmement facile à faire. Puis après ça, on peut toujours payer un sorcier pour le faire. Donc, ah oui, c'est de la magie noire, donc. C'est de la magie noire. C'est de la magie noire. Alors, les sorts, vous dites qu'il y en a de plus en plus, parce que moi, alors là, j'habite au Portugal, et au Portugal, ça, c'est un sport national, hein, c'est vraiment un sport national depuis 50 ans. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ah oui, mais ça, on m'a acheté un sort, ils appellent ça bruxerie. Donc, bruxerie, c'est sorcier, ça serait un sortilège, voyez-vous. Mais c'est tout le temps, ah oui, non, mais c'est parce qu'on m'a acheté un sort. Bon, alors, les sorts, vous dites que c'est de plus en plus fréquent. Comment, moi personnellement, dans toutes mes formations d'hypnose, il y avait j'avais parlé à un moment donné, il y avait un psychiatre de Toulouse qui était là et il disait c'est évident, moi je le refusais, enfin je n'y croyais pas, je me disais à partir du moment où j'ai ma tête bien faite et que je me refuse, je me blinde, je fais ma méditation, ils n'entrent pas. Bon, alors à la fin du livre, j'étais désespérée, je me suis dit, ils entrent quand même. Oui, ils rentrent quand même. Malheureusement, il y a des protections, mais il y a aucune protection à 100% là-dessus. D'accord.
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et je vous dis, malheureusement, il y a des sorts qui sont de plus en plus vicieux, de plus en plus nombreux. Les principaux sorts qui sont jetés, je peux vous dire qu'ils sont légion, c'est tous les ex-petit ami ou ex-petit ami I, ex-mari, ex-femme, etc. Là, je peux vous dire que ça se vend d'une manière extraordinairement importante. Vous savez qu'en politique, ils utilisent beaucoup la sorcellerie pour se faire élire. C'est pas vrai. Il y avait un livre qui m'avait époustouflé à l'époque, maintenant ça fait longtemps qu'il est sorti, c'était un livre qui devait s'appeler La sorcellerie au cœur de la République. Ah, ça me dit quelque chose. Ça me dit donc, quelque chose. C'était un haut fonctionnaire, c'était une femme, haut fonctionnaire de la République française, qui expliquait comment tous les hommes politiques, de tout grade, essaient d'utiliser la sorcellerie, payent des gens pour essayer de se faire élire, et surtout pour essayer de dézinguer le voisin. Ah oui, sur dézinguer le voisin. Parce que vous savez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que tous ceux qui s'en moquaient des sorts, tous ceux qui, eh bien, c'était souvent ceux qui les utilisaient le plus. Bah moi, je les utilise pas. Alors, mais on peut faire de la magie blanche aussi. On peut lancer. Ça, heureusement. Mais vous savez, dans le jet de sorts, et ça, je l'insiste aussi pour tous les auditeurs qui pourraient être tentés. Parce qu'il y a des tentations, malgré tout. Il y avait une brave dame de la campagne qui me dit un jour, j'avais des vieilles patientes qui étaient adorables, et elles me sortaient toujours des vérités qui étaient extraordinaires. Et je me rappelle, elle me regardait avec des petits yeux malicieux, et elle devait avoir dans les 90 ans, elle me disait, vous savez, docteur, eh bien, le diable, eh ben, il est toujours tentant. Oui. Oui, c'est vrai. C'est magnifique. Alors, si vous voulez que quand on jette un sort, pour moi, ça m'énerve énormément parce que c'est l'arme des lâches. Oui. Ils ne se montrent pas, ils font ça en douceur, ni vu, pas pris, pas vu, pas pris. Mais seulement ce qu'ils oublient une chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir un sort qui soit efficace si on n'utilise pas d'une manière directe ou indirecte des forces obscures. Oui. C'est pas forcément vu directement dans les protocoles qu'ils utilisent, mais c'est sous-jacent. Et je ne connais pas de force obscure qui travaille gratuitement. Oui, donc il va y avoir des conséquences. Il y a automatiquement dans cette vie, dans une autre, à un moment ou à un autre, il y a des conséquences qui vont arriver sur eux, sur leurs proches, sur leur famille. Il y a des conséquences qui vont arriver. C'est l'effet boomerang. Pardon. C'est l'effet boomerang finalement. C'est l'effet boomerang. Et ça, je l'ai vu très très souvent cet effet boomerang qui est arrivé. Mais c'est vrai que moi, c'est mon côté un peu bélier. Bah oui, on est bélier tous les deux. On est bélier tous les deux. Je ne supporte pas les sorts parce que je trouve que c'est lâche. Ah oui, tout à fait. Oui, bon, tout à fait. Ça va pourrir. Moi, vous savez, j'ai failli mourir à cause d'un sort. C'est pas vrai. C'est vrai que je me rappelle, c'était un jour comme les autres. J'étais tout à fait normal, pas de problème. Je me rappelle, à 4 heures de l'après-midi, je prends ma voiture pour rentrer chez moi, autoroute. J'étais parfaitement bien, 4 heures de l'après-midi. Eh bien, à 4 heures de l'après-midi, je me suis trouvé avec une vague de fatigue comme s'il était 4 heures du matin. Je n'arrivais même plus à tenir les yeux ouverts. J'ai même failli avoir un accident dans un virage. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas d'avoir ça d'un seul coup. Ah non, c'était pas normal. C'est là que je me suis arrêté dès que j'ai pu sur la route. Et là, j'ai fait mes petites expériences et tests comme ça, c'est qu'on m'avait balancé un gros truc. Et donc là, moi, je connais, c'est des méthodologies que j'explique aussi dans le livre pour se faire sur soi aussi. Et donc, j'ai fait ça tout de suite. Je me suis rechargé, j'ai pris un petit peu d'eau, j'ai attendu que ça se passe et j'ai repris ma voiture. Mais ce que je me demande aussi, c'est combien il y a de personnes qui ont des accidents pour des conneries comme ça. C'est fou, ça, hein, quand même, hein. Combien il y a de suicides à cause de conneries comme ça. Ah oui. Qui peuvent être poussés au suicide parce qu'ils sont tellement dans une idée noire, dans les échecs, des échecs professionnels, des échecs conjugaux, des échecs personnels, des échecs sociaux qui sont complètement dans la déprime, et il y en a qui vont passer à l'acte. Et là, je me dis combien qu'il y en a qui peuvent être dus à des conneries comme ça. Et c'est pour ça que j'ai aussi voulu écrire ce livre. C'est pas pour faire peur, parce que je donne les solutions dans le livre, mais c'est surtout pour alerter les personnes. Attention, ça existe.
ne croyez pas, ne vous mettez pas, c'est pas en vous mettant sous le lit, en vous disant ça n'existe pas que vous êtes protégé. C'est pas non plus quand on reste dans l'amour qu'on est protégé. Il n'y a pas de protection à 100%, et malheureusement, tous les grands saints, etc., ils étaient extrêmement attaqués, extrêmement perturbés au cours de leur vie et dans la fin de leur vie. Hein, on a vu, regardez dans la Bible, on parle le diable qui tentait Jésus-Christ dans le désert. Donc c'est ça, hein, le fameux diable de la petite grand-mère, hein, c'est ça. Donc, alors, vous expliquez, c'est vrai que quand on va dans un hôpital, c'est très chargé négativement, hein, et pas uniquement par les, comment dire, pas uniquement, bon bah parce que c'est jamais drôle d'aller à l'hôpital, on va accompagner quelqu'un qui est malade et tout ça. Il y a beaucoup là, il y a une recrudescence d'entités, de miasmes, alors là c'est déjà il y a les pensées de souffrance. Voilà, c'est ça, oui. Oui. Obligatoirement. Vous savez, moi j'avais une chienne qui était placide comme tout, mais dès que je l'emmenais chez le vétérinaire, je peux vous dire que il fallait que je la traîne tellement elle avait peur, alors que d'habitude il y avait jamais de problème. Donc ils sentent la peur, ils sentent la souffrance, ils sentent tout ça. Donc il y a les souffrances, déjà les pensées de souffrance, les pensées des personnes, etc. Après ça, il y a les entités, certaines entités qui sont attirées par la souffrance. Et venir se nourrir de la souffrance et vont aggraver encore les choses. Après ça, vous avez tous les défunts qui sont morts souvent dans l'hôpital. Il y a des personnes qui sont mortes, par exemple, dans le coma. On peut pas laisser les personnes dans le coma, mais on peut pas non plus laisser les personnes souffrir. Donc, on leur donne des fortes doses d'antalgiques pour ne pas les laisser souffrir. Ce qui est bien. Moi, je l'ai fait aussi parce qu'on peut pas, c'est pas humain de laisser une personne souffrir le martyre, mais seulement ils vont mourir, mais ils vont mourir dans le coma. Ils se sont pas vus mourir. Oui, et donc, ça, oui. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont morts. Qui sont morts, oui, c'est ça, oui. Il y en a qui restent à hanter. Et vous savez, dans certains hôpitaux, certains hôpitaux aux États-Unis, les chirurgiens qui refusent d'opérer s'il n'y a pas un thérapeute énergéticien dans la salle d'opération. Oui, vous le dites, c'est incroyable. Ça se passe comment alors? Parce qu'en fait, la personne est en anesthésie générale. Oui. Et c'est vrai, en général, nos corps subtils s'en vont. Oui. Et donc, normalement, le corps physique, il y a toujours la vigilance du corps physique et qui prévient toujours s'il y a un danger, il rappelle la cavalerie, si je peux dire. Oui, et donc le problème, c'est quand la personne est sous anesthésie, il n'y a plus cet appel. Oui. Et donc à ce moment-là, il peut très bien y avoir justement ce genre d'entité ou des défunts qui passent et qui trouvent quelque part un corps inanimé, inhabité et qui peut venir à ce moment-là venir le squatter. Et donc c'est pour ça qu'il est important de venir protéger le patient qui est sur la table d'opération pour justement éviter ce genre de mésaventures. Aux États-Unis, il y en a pas mal de chirurgiens qui refusent ce genre de choses. Mais ils sont branchés quand même, hein, parce que dites donc, moi j'avais jamais entendu, c'est dans votre livre que je l'ai lu, c'est vraiment... C'est des belles ouvertures de l'esprit, c'est-à-dire, c'est que vous savez, je voyais, il est évident que notre esprit n'est pas dans notre cerveau. Non, c'est une évidence. Oui. On a plein de preuves maintenant, par exemple, même quand on a un électroencéphalogramme plat, les gens sont capables encore de décrire ce qui s'est passé, alors que leur cerveau ne marchait pas. C'est un exemple parmi plein d'autres. Mais si vous voulez, c'est que notre esprit, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est notre conscience? Se situe dans nos corps subtils. Oui. Alors c'est amusant parce que je voyais encore un congrès là, tout dernièrement à Paris qui disait oui, notre conscience n'est pas dans notre esprit, mais ils disent pas où elle est. Donc, enfin, quand on connaît les corps subtils, on comprend aussi que quand on s'en va à la mort, quand on fait des voyages hors du corps, eh bien c'est notre conscience qui s'en va avec ces corps subtils. Donc quand les corps subtils sont partis, la place est vide et donc oui, ça peut être occupé. Voilà. Si le corps n'est pas assez vigilant, s'il est endormi par une anesthésie. Voilà. Donc, pour en revenir aux sorties du corps, parce que bon, il y a le fameux Monroe, hein, l'Institut Monroe aux États-Unis. Bon, on parle beaucoup. Moi, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Bon, intuitivement, parce que je suis assez branché intuitif, comme vous savez. Je sais pas pourquoi, je suis très attiré, mais ça, bon, voilà. Vous êtes très attiré pour faire des sorties hors du corps, vous voulez dire? Oui, voilà. Mais j'ai peur que il y a quelqu'un qui arrive. Et puis... Oui, je dirais que le risque est moindre parce que vous êtes quand même votre corps est même s'il est un petit peu endormi, il est quand même il est pas shooté par des anesthésies, etc. Mais ce n'est pas non plus sans risque, ça. Voilà, c'est ça. Il y a quand même des risques, hein.
Et parce que c'est vrai on avait même pensé pendant un moment, vous savez, il y a des gens qui font des sorties hors du corps assez facilement. Donc on s'était dit, ok, on va demander à cette personne de venir, on va faire une expérience, on va lui dire d'aller dans la pièce d'à côté. Dans la pièce d'à côté, on va mettre des objets, par exemple, Oui. on va passer des images, et donc il n'a pas vu, bien sûr, avant, et donc il va aller le visiter quand il fait sortie du corps, il va revenir dans son corps, et il va nous expliquer ce qu'il a vu. Donc quelque part, c'était une preuve qu'il était bien sorti de son corps et qu'il était revenu. Mais c'est vrai qu'ils ont vite arrêté ce genre de choses, parce qu'ils se disent, s'il y a un problème, on ne contrôle rien. Ben Et non. si problème pendant ce temps-là, ben, je veux dire, on peut pas le prévenir, on peut pas le protéger, on peut pas faire quelque chose comme ça. Donc, Oui. ils ont évité de faire ces genres de choses qui auraient été passionnantes parce que ça aurait donné des preuves quelque part scientifiques, Oui. mais déontologiquement, on peut pas se permettre de faire des choses comme ça. Mais alors, pendant les rêves, est-ce qu'on risque quelque chose pendant nos rêves? Le rêve, c'est pareil, c'est que normalement, on prétend, je ne sais pas, là, mais on prétend que on fait des sorties hors du corps au moment du sommeil paradoxal. Oui. Et donc on revient après. Mais là encore, notre corps reste vigilant. Parce qu'on a toujours deux mémoires dans le corps. On a toujours deux mémoires. On a la mémoire de notre âme, de notre esprit, de notre conscience qui revient dans habiter notre corps, qui vient habiter un corps. Et qui, pour ceux qui y croient, bah, moi j'y crois personnellement, on revient chargé aussi de nos karmas, de nos choses comme ça, et puis de la mission qu'on vient faire sur la Terre. Et puis on vient habiter un corps qui lui aussi a une mémoire. La mémoire du corps, la mémoire de la terre, la mémoire de la généalogie. Et ces deux mémoires vivent ensemble. Et donc, si vous voulez, quand la conscience s'en va, la mémoire du corps demeure. Oui. Vous savez, ça nous est tous arrivé en conduisant. Vous conduisez sur une petite route, enfin une route bien dégagée, dans un temps qui fait beau, il n'y a pas de circulation, etc. Et puis d'un seul coup, votre esprit s'en va. Et d'un seul coup, 10 kilomètres plus tard ou 20 kilomètres plus tard, votre esprit revient, puis dit, non, j'ai fait 20 kilomètres, je ne sais même pas où c'est passé, et comment ça s'est passé. Mais si vous voulez, c'est la mémoire du corps qui a pris la direction à ce moment-là, qui vous a fait la conduite, etc. Moi, ça me fait peur d'ailleurs, mais ça n'empêche que lui a fait ça, et puis après ça, quand on revient, la conscience revient, elle se dit, ah bah oui, en effet, il a fait ces 20 kilomètres pendant qu'on était parti. C'est la vigilance, quoi. Le corps est vigilant quand même. Le corps, la conscience du corps demeure et continue. Voilà, elle est plus primaire, bien sûr, que la conscience de l'esprit, mais elle est là aussi, et donc elle va assurer à ce moment-là les fonctions, je dirais, automatiques. Par contre, s'il y avait un danger, elle appelle à l'aide et tout le monde revient. Ah oui, oui. Alors, bon, donc on va parler de l'exorcisme, hein, parce que bon, l'exorcisme c'est très lié à la religion catholique. Hein, non, pas seulement. Toutes les religions pratiquent l'exorcisme. Mais quand même, bon, moi je suis chrétienne, donc et puis on a vu le fameux film d'exorcisme qui était épouvantable. Ça a marqué. C'est terrible. Bon, on a souvent, donc l'exorcisme, ça existe encore? Alors l'exorcisme, ça existe encore. Je dirais presque que ça a tendance à reprendre un petit peu pignon sur rue. Moi, je sais que quand j'étais encore médecin à ce moment-là, j'allais voir souvent un prêtre qui était exorciste. Bon, il savait très bien que moi, la religion, c'est pas trop mon truc. Je crois en Dieu, je crois en des êtres de lumière, mais tout ce qui est religion, tout ce qui est dogme, tout ce qui est pas, c'est pas mon histoire. C'est pas mon truc, quelle que soit la religion. Mais on discutait, on discutait à cœur ouvert, lui il était très versé sur les médecines naturelles, donc on parlait beaucoup de ça, et puis lui il était exorciste, et c'est vrai qu'il m'a beaucoup appris justement sur toutes ces notions d'entité, etc. Par exemple, j'arrivais le voir, et puis de temps en temps, j'arrivais le voir, bonjour monsieur le curé, je viens à notre rendez-vous pour qu'on discute un petit peu cet après-midi, et puis il dit, oh Luc, toi tu vas pas là. Moi, je dis, attendez, moi, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Luc, ça va pas. Assieds-toi, je vais te faire un truc. Non, mais monsieur le curé, moi, ça va très bien. Et donc, à force d'insister, je me laissais faire, et force m'était de constater qu'après, qu'il m'avait fait ce nettoyage, j'étais beaucoup mieux. Parce qu'on a souvent l'esprit qui est obscurci, mais on trouve que c'est normal. Et donc, on a tellement l'habitude que ce soit comme ça, que c'est la normale. Oui. Mais d'un seul coup, quand on nettoie tout ça, on se dit, ah, mais tiens, d'un seul coup, c'est le raisonnement, ça marche mieux, on commence à mieux voir tout ça, et donc ça marche. Alors, c'est vrai que lui m'a beaucoup appris. Mais, là où je me porte en faux, complètement en faux par rapport à tout ce qui est fait dans les exorcismes d'une manière générale, c'est que on est en train d'attaquer ces entités. Oui. D'attaquer ces êtres.
Et là, c'est quelque chose si vous voulez éteindre un incendie, vous n'allez pas mettre du feu, vous Non. allez mettre du feu. Si vous voulez non. Oui, Si oui, vous oui, voulez oui. travailler sur les êtres de l'obscurité, amenez pas des guerres, vous n'allez pas les menacer, vous n'allez pas les dire vous renvoyer aux enfers, etc. Vous allez leur envoyer de l'amour. Bien sûr, oui, oui. Et là, si vous voulez, ce que je me suis aperçu, c'est que quand on prend le contre-pied, d'une part, ça se passe d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus soft pour nous, pour la personne qui est possédée. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est qu'on va, avec l'aide justement de nos guides, etc., parce que c'est pas nous qui en sommes capables de faire ça, mais avec ces aides-là, on leur envoie de l'amour et on va les renvoyer, tous ces êtres, même ces êtres démoniaques, ces défunts, etc., on les envoie dans la lumière. Oui, c'est ça, oui, oui. On les renvoie pas à l'enfer ou au purgatoire. Enfin, Vous savez, c'est le nom qu'on leur donne. Hein, oui, encore faut-il que ça existe le purgatoire. Voilà. Mais bon, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup interloqué, qui m'avait fait impressionné. C'était quand j'avais lu les évangiles il y a bien des années, et il y avait un possédé, un démoniaque, comme on les appelait, qui était donc possédé avec plusieurs démons, entités à l'intérieur. Et quand on a amené cet homme devant Jésus, les entités, les démons qui étaient à l'intérieur, ils ont dit, ne nous renvoie pas aux enfers. Alors, là, moi, j'ai souri après parce que je me dis, mince, si les démons ne veulent même pas retourner aux enfers, où va-t-on? Bah oui. Il va y avoir les archanges et les anges qui vont pas vouloir retourner au paradis à ce moment-là. Non, plus sérieusement, mais c'est vrai que ça m'a fait quand même impressionner. Et après ça, plus sérieusement, c'est qu'en fin de compte, ça n'a pas l'air d'être marrant du tout. Et donc là, en fin de compte, c'était pas un cadeau. Donc non seulement on les menace, mais on leur dit on va vous renvoyer aux enfers. Donc ils n'ont pas l'air d'être contents du tout. Par contre, on les menace. Et on va pas les menacer, Oui, on va leur envoyer plein d'amour. Et quand on leur envoie plein d'amour, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Et donc, puis après ça, c'est comme s'ils étaient là en train de dire, tiens, mais c'est pas désagréable ça. Et donc là, d'un seul coup, ils sont beaucoup plus à même de se laisser emmener pour repartir de l'autre côté et prendre conscience de ce qu'ils ont fait et de revenir sous forme beaucoup plus légère, voire même de lumière, etc. Et donc c'est pour ça que c'est le travail sur les entités, le travail sur, j'aime pas trop le mot possession, moi je parle plutôt d'incorporation, Oui, le travail sur les sorts. Si vous voulez, c'est on fait pas, moi je fais pas un travail de guerre, ça m'intéresse pas. Et j'ai vu que là, par contre, on fait un travail de guerre, on va se retrouver avec le film Exorciste. Ça c'est vrai. Voilà. Si on fait un travail de guerre, Oui, mais par contre, si on fait un travail d'amour, eh bien là, on va plutôt, non seulement on libère la personne qui est prise, mais en plus on va libérer quelque part, on va emmener là où il doit aller, doit être l'être qui vient perturber. Et donc c'est un travail qui est beau pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde. Oui. C'est Ho'oponopono. Vous faites Ho'oponopono. Oh non, c'est pas Ho'oponopono. C'est pas encore Ho'oponopono. Pour l'instant, c'est un peu léger encore, mais peut-être qu'un jour ce sera bien. Peut-être qu'un jour on y arrivera avec ça. C'est possible. Et sincèrement, Christian, Sylviane, c'est possible. Hein. Sincèrement, Sylviane, c'est possible qu'à l'avenir, on pourra travailler simplement avec Ho'oponopono, qui en éliminera les mémoires erronées qui ont attiré ça aussi dans notre vie. Peut-être que ça pourra aussi agir. Ouais. Écoutez, ça n'a rien à voir, mais enfin, en élément perturbateur, enfin, Ho'oponopono, Ho'oponopono nouveau, et Ho'oponopono, genre, moi, je mélange les deux. Je l'ai fait pour un gros problème personnel et familial qu'on avait. C'est super, c'est miraculeux. Surtout c'est miraculeux. Surtout qu'avec le Ho'oponopono nouveau, vous avez pratiquement besoin de le faire qu'une seule fois. Oui. Mais on le répète. Et à chaque fois, on remonte jusqu'à son origine première avec la petite formule. Et là, c'est vraiment très confortable parce qu'on n'a pas besoin de le répéter tous les jours. Ah oui, non, mais c'est miraculeux. Franchement, même moi, j'en suis resté baba, comme on dit. Franchement. Donc, alors, on va arriver, bien sûr. Alors, il y a une chose très importante. Les maisons polluées. Bon, moi, quand je fais du tarot intuitif, on m'interroge souvent sur les maisons. Je sais pas pourquoi. J'ai un truc avec les maisons et je sens bien alors donc je le sens pas comme vous, mais je le sens en tarot quand il y a quelque chose. Je le sens intuitivement, des infiltrations, des trucs qui vont pas, mais toujours liés à l'eau, ça, ou quand la maison ne convient pas.
Alors, expliquez-nous les maisons, parce que des fois, on arrive dans une maison et on s'y plaît pas. C'est comme quand on rencontre quelqu'un la première fois, on se dit bon, pourquoi, mais ça matche pas. Alors, les maisons qui sont neuves, moi, là, je vous parle d'un cas tout à fait particulier. Quand je me suis mariée au Portugal, je suis arrivée donc dans cette maison. C'était la maison donc de mon mari, et elle était neuve, cette maison. Je ne m'y suis jamais plus. Dès que je suis entrée dans cette maison, ça a été, mais pendant 17 ans, j'avais horreur de cette maison. Comment vous expliquez ça? Elle était neuve. Ah oui, mais neuve, déjà, vous savez, j'étais à Hawaï il y a 2 ans et ils avaient construit des magnifiques immeubles de luxe, etc., en plein sur d'anciens cimetières polynésiens, par exemple. Après ça, il y a bien sûr les entités, etc. Ok, mais il faut aussi voir qu'il y a la géobiologie aussi qui peut intervenir. Donc ça aussi, c'est un élément important parce que si vous êtes dans un lieu perturbateur, etc., ça c'est un autre domaine que je traite pas dans le livre. Mais après ça, vous avez la possibilité. Vous savez, un lieu vide attire toujours les convoitises. C'est-à-dire, c'est qu'il peut y avoir aussi des entités qui vont venir et qui vont squatter. Moi, je sais que toutes les maisons que j'ai habitées, elles étaient déjà habitées, si je peux dire. Elles étaient habitées, donc hantées, quoi. C'est ce qu'on appelle hantées. C'est ça, hein? Oui, mais après ça, il y a tout. C'est-à-dire, c'est qu'elles sont hantées. Il y a des esprits qui sont là parce que c'était chez eux avant et puis ils s'occupent même pas de vous. Je veux dire. Après ça, il y en a d'autres qui vont un petit peu venir vous voir ou vous essayer de pomper un peu votre énergie. Il y en a d'autres qui vont essayer de vous perturber. Donc, on a là encore un petit peu tous les degrés un petit peu. Il y en a même j'ai même vu des cas où il y avait des entités qui avaient complètement séduit les acheteurs. Ah oui? Tout à fait. Et là, je me rappelle, une amie qui m'avait dit, waouh, regarde, Luc, viens voir, il y a une maison qui est super, on l'a trouvée avec Philippe, elle est géniale, elle est magnifique. Et quand je suis arrivé la voir, ça, joli. Vous savez, je dis toujours, c'est quand vous avez les annonces pour acheter les maisons, il y a amoureux des vieilles pierres. Oui. Donc là, quand ça commence comme ça, c'est en général que c'est une ruine. Et là, c'était amoureux des très, 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 très vieilles pierres. Ah, c'est drôle, hein? Bon, et en fin de compte, on s'est aperçu que cette femme, la maison était habitée, et qu'en fin de compte, le zozo qui était là-dedans, elle l'avait repéré, c'était une mignonne petite jeune femme, etc. Et donc elle l'avait repéré, il l'avait trouvé bien à son goût, et il avait complètement faussé son jugement pour le montrer cette maison comme étant admirable. Et oui, donc, parce qu'il voulait qu'elle l'achète. Et pour qu'elle l'achète, et elle l'a acheté, et puis elle a vécu un enfer là-dedans. Ah oui, ça. Alors, comment peut-on se rendre compte qu'on a des petites entités ou des grandes entités? Comment on peut s'en rendre compte dans notre vie courante? Sur soi, vous voulez dire? Là. Oui, sur soi. On parle sur soi, si vous voulez, les petites entités, je vous ai dit, elles viennent perturber, elles provoquent des petites douleurs, elles peuvent obscurcir l'esprit aussi, mais rien de, bon, c'est désagréable, mais c'est pas encore très méchant. Mais ça peut venir, à la longue, ça peut venir perturber un organe, peut-être même déclencher des troubles ou des maladies. Qui sait? Là, on n'a pas la preuve que les entités peuvent déclencher une maladie, mais c'est du domaine du possible. D'un autre côté, les grosses entités, ça fait aussi que, quelque part, vous n'êtes plus vous-même quelquefois. Vous n'êtes plus vous-même quelquefois. Et c'est là aussi, et les plus grosses possessions, incorporations, je peux vous dire où elles sont. Eh bien, c'est tout simplement tout ce qui est schizophrénie paranoïaque. Ils sont remplis, les pauvres. Après ça, les syndromes de personnalité multiples, les autistes, il n'y a pas que ça. Il y a un problème, il y a d'autres problèmes au départ, mais aussi là j'ai remarqué, j'ai malheureusement vu plusieurs cas ces derniers temps qui m'ont bien confirmé que les autistes également étaient très très pris par ce genre de choses. Donc, si vous voulez, sont des personnes qui ont des humeurs qui sont variables, on a l'impression d'être plus maître quelque part de son corps. Il y a aussi des possessions qui vont prendre, par exemple, c'est parce qu'il y a des défunts qui restent sur la terre pour continuer de profiter des plaisirs de la terre. Donc, la sexualité, donc l'alcool, le tabac. Et donc, si vous voulez, c'est que s'ils viennent habiter une personne, ils peuvent très bien pousser la personne à l'alcoolisme, pousser la personne au tabagisme, pousser la personne à des actes sexuels qui sont répréhensibles. Alors bien sûr, la personne est toujours à l'intérieur, et là bien sûr elle est. Mais si vous voulez, c'est on se retrouve avec des phénomènes de combat. Et là, il y a aussi un phénomène qui est très très très
curieux aussi, moi que j'ai vu, et là j'ai été très content parce que il y a des Allemands qui ont écrit un bouquin là-dessus et qui ont conforté ce que j'avais vu. C'est-à-dire, c'est que quand je regardais ces incorporations, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de jumeaux ou de jumelles. Beaucoup de jumeaux et de jumelles. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a très souvent, il y a beaucoup de grossesses, beaucoup plus de grossesses gémellaires. Dans le médecin allemand, là, dans le livre, il parlait de 60%. Je pense que c'est un petit chiffre. Je pense qu'on peut même aller plus loin. Et là, ces grossesses gémellaires, c'est qu'il y a un des deux embryons, au stade des tout premiers stades, la petite morula, quelques cellules, etc. Il y en a un des deux qui meurt. C'est bien qu'on ne le verra pas, on va faire l'échographie 3 mois plus tard, donc on verra rien du tout, c'est que quelques cellules. Par contre, l'être qui était là, eh bien l'être qui était là, il y en a qui vont partir, mais il y en a d'autres qui vont rester. Alors ils peuvent rester parce que le survivant se sent coupable du décès, ou alors celui qui est décédé, il essaie de rester, de squatter le survivant pour profiter d'une vie terrestre. Mais il y en a beaucoup. Et là aussi, ce que je me suis aperçu, parce que vous savez, on a un peu l'esprit obtus aussi, parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que des jumeaux, il y avait aussi les triplés, les quadruplés, les quintuplés. Donc, si vous voulez, c'est que, et ça, c'est aussi une sorte de squat qu'on retrouve aussi fréquemment chez les personnes. Donc alors c'est vrai qu'il y a des personnes, et elles sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, elles sentent que quelque chose les perturbe, elles sentent que, voilà, même il y en a qui me disent, mais je l'ai demandé à ma mère si j'avais pas un jumeau pendant ma grossesse, etc. Ma mère m'a dit non, bien sûr, parce que ça s'est passé au tout début de la grossesse et il n'y a pas eu de fausse couche, il n'y a pas eu de choses comme ça. Mais si vous voulez, c'est que elles sentent quelque chose qui va par quelque chose qui les attire d'un côté, qui n'est pas eux de l'autre. Oui, si vous voulez. oui. Ah oui, dis donc, ça va loin, hein. Ça peut agir sur les caractères, hein, largement. Les personnes qui deviennent très, très agressives, etc. Des personnes, des sautes d'humeur, personnes qui passent un bon week-end avec son mari, et puis d'un seul coup, elle rentre dans la salle de bain, elle ressort, c'est une furie, alors que tout allait bien et que c'était un week-end merveilleux. Mais ça, c'est parce que c'est pas elle. Oui, on dit qu'elle est possédée, on dirait, des fois, on dirait qu'elle est possédée. Hein, on le dit, hein. C'est l'expression. Alors, si vous voulez, dans la possession, c'est pour ça que j'emploie pas trop ce mot-là, parce que c'est un mot qui fait peur, on voit tout de suite l'exorcisme. Oui, moi, je me place complètement à porte-à-faux par rapport à ça, parce que tous les soins énergétiques, par exemple, au départ, ce qu'on a fait pendant des siècles, c'était qu'on prenait les anomalies, les énergies négatives, on prenait tout ce qu'on trouvait qui était pas bon pour le patient, négatif pour la personne, on balançait ça dans le cosmos, etc. Donc on faisait un acte guerrier, je dirais. Oui, oui, encore, oui. Et donc là, avec tous les soins qu'on fait maintenant, que je conseille maintenant, que je pratique maintenant, que j'enseigne maintenant, eh bien là, on fait le principe inverse. C'est qu'on prend ces choses négatives et on les transmute en quelque chose de positif. Voilà, c'est ça, oui. C'est différent, oui. C'est tout à fait beaucoup plus soft, déjà, oui, pour nous. Oui, bien sûr. Parce qu'on n'est plus dans un combat, on a déjà beaucoup moins de risques d'eux, et puis là on est en train d'emmener tout ce petit monde-là dans la lumière, et ça perturbe beaucoup moins, on nettoie tout aussi efficacement, au moins aussi efficacement le patient que quand on faisait l'exérèse, mais on va beaucoup moins le perturber. Oui, et puis bon, ça allège aussi l'atmosphère. Voilà. Parce que vous savez, moi je regardais, quand j'étais gamin, j'ai passé beaucoup d'années de mes études chez les franciscains. Donc, qu'est-ce qu'on me montrait? On était à la messe 2-3 fois par semaine, et on regarde, évidemment, quand on est gamin, on n'écoute pas trop ce qui se passe, on regarde les vitraux, on regarde les machins, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des diables partout, il y a des anges, des archanges qui vont les combattre, etc. Et réfléchissez 2 minutes, même 2 secondes. Réfléchissez. Ces êtres, des anges, ces archanges, ces êtres de lumière, sont des êtres lumineux, pleins d'amour. D'un amour extraordinaire. C'est dans un amour, je dirais, sans pas vraiment... Inconditionnel, oui, absolument. Oui. Donc, est-ce que vous croyez vraiment, une seconde, que ces anges et ces archanges, un jour ou l'autre, vont prendre une épée, une flèche pour aller titiller l'être le plus abject qui soit en face d'eux? Ils sont dans l'amour, ces êtres-là. S'ils se baissaient à faire ça, ils seraient automatiquement... Tout à fait. D'arriver dans le niveau de ce qu'ils sont en train de combattre. Et donc, si vous voulez, ces flèches, ces lances, ces boucliers, c'est des boucliers de l'amour. Ça peut-être qu'ils vont piquer l'autre, mais ils vont piquer l'autre avec l'amour, et non pas pour essayer de le trucider. Oui, c'est ça, lui faire mal, parce que finalement, ils se mettent au même niveau qu'eux. Exactement. Oui, ils se mettent au même niveau qu'eux.
Voilà, et donc c'est pour ça que quand on réfléchit à ça à 30 secondes, on s'aperçoit, là, on a complètement faux depuis le départ. Oui, Parce oui, que tout à fait. réaliser le combat des forces du mal contre les forces du bien, alors c'est vrai qu'on est dans un monde de dualité, c'est vrai. Et moi, je considère que tous les gens qui sont délinquants, tous les gens qui sont délinquants sont des gens qui sont au départ criants d'absence d'amour, de manque d'amour. Donc, Oui, 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 ça je suis d'accord avec vous. Oui, oui, oui. ils recherchent l'amour par la violence, par la force. C'est pas pour autant qu'il faut pas s'en protéger, c'est pas du tout ce que je veux dire. Oui, oui, bien Mais sûr. ça peut être que quand on les prend, on leur dit, tiens, tu vas te punir et on va te mettre en prison, là tu vas pouvoir cultiver l'amour. On sait tous que la prison, c'est exactement l'inverse que ça va produire. Parce que là, c'est un milieu carcéral de combat permanent, et donc il va ressortir souvent pire que quand il est rentré. Oui, oui, oui. Donc, si vous voulez, c'est que on combat. Moi, j'avais une image que je trouvais géniale. C'était, vous prenez deux pièces d'habitation, l'une à côté de l'autre. Vous prenez deux pièces, une qui est dans la lumière la plus absolue, une autre qui est dans l'obscurité la plus absolue. Les deux pièces sont à côté de l'autre. Vous ouvrez la porte qui est entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? La lumière rentre dans l'obscurité, mais l'obscurité, elle rentre pas dans la lumière. Ben non, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'obscurité, c'est la manque de lumière. Oui. Ça veut dire tout simplement que le mal, c'est l'absence d'amour. Oui, 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 ah oui, mais ça c'est des gens, on les voit bien. Bon, moi je regarde, enfin ce que je peux capter au Portugal, on voit bien les gens, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, ils ont besoin qu'on les aime, voilà, c'est tout. Bon, On a tous un besoin criant d'amour, de toute façon. Tous, c'est toujours ça, hein, toujours ça. On est là pour expérimenter l'amour. Et là, vous voyez, Florence, ma compagne, travaille beaucoup sur la mission de l'amour, Oui, la mission du pardon. Et donc, on discutait ensemble, on se dit, de toute façon, il n'y a pas une seule mission de vie, de notre raison d'être sur la Terre, qui ne soit pas dans l'amour. Donc, on a toujours l'amour de l'autre, l'amour des arbres, l'amour de la nature, l'amour. Oui. Mais il y a toujours l'amour. Et là, on est fait. Et simplement, expérimentons l'amour. Vous savez, quand on est dans l'amour de quelqu'un, notre cœur, il bondit. Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'on est heureux. Oui. Et là, quand on est dans la haine, dans la rancœur contre quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on est mal. Et donc là, ça montre bien. Je veux dire, et pourquoi on est tout le temps en train de faire toujours cette rancœur? Pardonnons et repartons à vivre dans cet amour, parce qu'on est bien. Alors, oublions toutes les conneries qui peuvent être faites, passez-moi l'expression, mais retournons-nous dans l'amour, parce que c'est là qu'on doit vivre, c'est là qu'on doit être heureux. Et ceux qui disent, on est là pour souffrir, je vous dis, moi, c'est de là. Oui, ça c'est... De la connerie. Je suis pas souvent des gros mots, mais là, j'en dirais. On n'est pas là pour souffrir. Mais là, si vous voulez, c'est qu'on est là pour apprendre, pour évoluer. On est là pour apprendre, oui, tout à fait. Pour apprendre, évoluer. Et on n'a pas besoin de souffrir, pas obligatoirement, pour avancer, pour évoluer. Ce n'est pas obligatoire. C'est vrai qu'on a de temps en temps la tête dure, moi compris. Oui. Donc, de temps en temps, on nous dit, bah, tiens, tu veux pas l'entendre, bah, tu vas voir un petit peu plus. Mais d'un autre côté, c'est parce que j'avais pas entendu les messages plus soft. Voilà, c'est ça. Et donc, à la fin, on dit, bah, tiens, t'as vraiment pas voulu entendre. T'as pas compris, là, je vais t'en envoyer une que tu vas bien comprendre, hein. Alors, là, vous donnez aussi dans votre livre, il y a toutes ces entités, il y a tous ces trucs là qui finalement nous perturbent la vie, mais heureusement vous donnez, il y a beaucoup, hein, je le redis, je le remonte, enfin je fais pas la publicité du livre, mais si je la fais un peu, on voit, vous donnez beaucoup de comment on s'en libère, parce que c'est pas le tout de les avoir, il faut aussi s'en libérer, hein. Donc vous donnez des choses très simples. Donc alors là, une chose, c'est le gros sel. Moi, expliquez-moi l'histoire du gros sel. Pourquoi? Parce que j'en avais déjà entendu parler, voyez-vous. Alors j'en ai une amie de ma fille l'avait. J'ai mon chat qui fait des bêtises là. Donc qu'est-ce que ça fait le gros sel quand on prend un bain de pied avec du gros sel? Alors le gros sel va plus agir sur les énergies négatives. Elle va pas tellement agir sur les entités, un petit peu, mais pas beaucoup. Ça va surtout nettoyer les énergies négatives, oui. Tout ce qu'on peut avoir reçu comme négativité Et là, si vous voulez, le gros sel, le principe du gros sel, c'est que ça efface les mémoires. Mais ça efface toutes les énergies. Donc ça remet tout à zéro. Donc négatif, vous voulez dire, vous parlez négatif. Le positif, ça efface tout, ça remet tout à zéro. Ah d'accord. Ça remet tout à zéro. Et c'est pour ça que quand on reçoit des choses, etc., dans une journée, par exemple, un bain de pied, un bain dans sa baignoire, un bain de mer. Ah oui, c'est ça, les bains de mer, oui.
de nettoyer. Après ça, on peut travailler après ça sur un petit peu plus ce qui est à l'intérieur. On peut travailler avec certaines prières, mais là encore, moi j'essaie de toujours de trouver des prières qui soient le plus en dehors des religions. Oui, c'est ça, oui. Elles sont bien dans les religions, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, c'est que pour que ce soit des prières qui soient un petit peu universelles. Voilà, c'est ça, universel. Donc vous donnez, alors vous donnez là, il y a des tests, hein, les gens, c'est important. On va pas parler de tout parce qu'il y a tellement de choses. Donc vous donnez comment voir si finalement il y a des entités, hein, et puis comment après on peut s'en débarrasser. Et finalement, vous donnez deux façons. Hein. Il y a l'ancienne façon. Et la moderne, hein, la moderne. Donc, les deux sont valables. Donc, les deux sont voilà. Il y a la technique agressive et puis la technique soft. Et oui, là, voilà. par exemple, au niveau des maisons, des habitations, des lieux de travail, ce qui serait très important, c'est de faire un nettoyage de cette habitation, au moins, je dirais, une fois par trimestre, ce serait énorme. Moi, une fois par mois, ce serait mieux, si vous voulez. Mais ça, c'est intéressant. Et là, j'avais encore le cas d'une personne qui ont lu le livre. Et ils m'ont dit, ah, mais ils avaient une maison à vendre qui n'arrivait pas à vendre. Et donc, ils me disent, qu'est-ce que je peux faire? Je leur dis, commencez par faire le nettoyage que je viens de vous dire, parce que si c'est chargé de plein de trucs négatifs, les gens entrent dedans et ils ressentent quelque chose qui les repousse. Donc, commencez par faire le nettoyage. Et là, ils m'ont dit, OK, avec mon mari, j'y suis allé. Ils avaient une route à faire. Et puis là, déjà, cette femme, elle m'a dit, moi, je n'ai déjà pas pu, je suis tombé malade, je n'ai même pas pu rentrer dans la maison. Mon mari est rentré dans la maison et m'a dit, c'était un froid sibérien. Donc, il a commencé à faire le nettoyage, un petit peu de tout ça. Et puis, il me disait un petit truc qui était amusant, intéressant, c'est qu'il me disait, dans la maison, on a une chatière, et cette chatière est toujours ouverte vers l'intérieur. Le courant d'air, c'était toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Mais là, quand j'ai fait le nettoyage, la chatière était toujours ouverte dans l'autre sens. C'est drôle, hein? Donc, si vous voulez, c'est pas moi qui l'invente, c'est les personnes qui me le décrivent. Ouais. Là aussi, le Bruxelles, par exemple, il y a des petites choses. En Normandie, c'est les Normands qui m'avaient appris ça. Moi, je suis normand, hein, j'ai vécu presque 50 ans en Normandie. Et là-bas, les magnétiseurs, ils me disaient, on prend un petit ramequin, un saladier, arrondi, vous voyez, comme ça. Et vous mettez 1 kilo de gros sel dedans. Vous mettez de l'eau jusqu'à ras-bord du sel. Ah oui, voilà, d'accord. Vous laissez ça dans la maison. Et si vous voyez le sel qui commence à vouloir sortir et à déborder, ça veut dire qu'il y a une action négative qui est faite sur la maison ou sur ses habitants. Voilà. Alors, faut bien comprendre que c'est ainsi. Malheureusement, c'est pas, si c'est normal, ça veut pas dire non plus qu'il n'y a rien, mais bon, c'est déjà des petits éléments qui sont intéressants. Et les gros sels, il y a des gros sels. Ce qu'il faut, moi, je suis toujours très respectueux des croyances de chacun. Et donc, si vous avez une religion, une croyance en tel ou tel dieu, en telle ou telle religion, profitez-en, appelez-les. Il y a toujours des prières. Moi, j'ai beaucoup appris, par exemple, avec les exorcismes, enfin, les grosses entités, ce prêtre exorciste m'a beaucoup appris. Bon, maintenant, j'utilise pas ces méthodes, comme je vous l'ai dit, mais il m'a quand même beaucoup appris par rapport à ça. Les sorts, j'ai beaucoup appris avec les moines bouddhistes. J'avais fait une mission humanitaire au Tibet, où ils travaillaient beaucoup là-dessus. Vous savez aussi que, je sais plus si je l'ai mis dans le livre, j'avais retrouvé un texte de Sumer. Donc, 2, 3, 4 millions, 5 millions avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, oui. Un texte de Sumer qui était un exorcisme. Et là, les exorcismes qu'il donnait, eh bien, nos exorcismes, on s'aperçoit qu'ils sont très copiés-collés. Les religions ont souvent été des copier-coller sur les régions provinciales. Et là, la Sumer, c'est pratiquement une des sources mères, je dirais, quelque part. Et donc, on retrouve déjà dans cette... vous allez, comme vous disiez, l'exorcisme, je vous disais tout à l'heure que c'est universel. Et puis, et donc, les marabouts font ça aussi hein, avec du plomb, avec d'autres choses. Donc, chacun a ses techniques. Mais le problème, c'est que toutes les techniques que j'ai vues un peu partout dans le monde, c'est toujours des techniques agressives. Oui, voilà, c'est ça. On combat. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. On l'a fait c'était utile pendant une période. Maintenant, on a la chance d'avoir la possibilité de faire autrement. Autrefois, ça ne devait pas être possible. C'était pas, les choses changent. Et aujourd'hui, c'est possible. Alors, profitons-en et oublions un petit peu cette agressivité. Oui, c'est agressif. Combattre le mal par le mal, comme on disait. Ah, hein c'était ça.
quand on est quand on est dans la lumière, on va pas combattre le mal par le mal. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, Parce que, alors, Luc, pour terminer, parce que je resterai encore des heures avec je reste vous. encore un peu. Mais alors, dites-moi, pour terminer, par exemple, on a, là, vous en avez parlé, vous en parlez dans votre livre, mais j'ai une amie, moi, qui n'arrive pas à vendre sa maison. Et j'ai senti, mais d'une autre façon, hein, puisque moi je travaille bon, avec les lectures intuitives, je sentais le beau-père qui habite cette maison. Je l'ai connu, c'était un sacré bonhomme. Pas, enfin sacré, pas vraiment sacré justement, et il est toujours là, et il n'arrive pas à vendre cette maison. Il Donc, l'avait vendue, il l'avait vendue. Paf. il est toujours là, vivant ou toujours là Ah non mort? non, mort. Ah, Il est oui. mort. Non non, il est mort. Oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, et moi j'ai dormi une nuit dans son lit. J'ai dit non, je veux aller dormir. Je vais parler, hein, je vais parler. Je lui ai dit mais va-t'en, hein, allez, il faut partir et tout ça. Donc ça allait un peu mieux. Mais il y a un gros problème dans cette maison quand même. La maison, elle était vendue. Paf, ça fait 2 ans qu'ils essayent de la vendre. À chaque fois, ça y est, ça marche pas. Donc qu'est-ce que vous me conseilleriez de faire? Voilà, si vous voulez déjà faire le nettoyage que j'indique dans le Dans livre, le qui est livre. simple, qui est facile à faire. Il y a quelques prières d'ailleurs pour nettoyer aussi les habitants, les mémoires, etc., qui peuvent être chargés. Après, si vous voulez, pour moi, les êtres défunts, il y a des êtres défunts qui veulent rester sur cette terre. Ok. Moi, je dis ok, c'est votre choix, hein, c'est Oui, leur après choix. tout, oui. C'est eux qui. Après ça, je dis, à partir du moment où ils veulent rester sur la terre, moi, je veux bien, ça me dérange pas du tout, mais qu'ils viennent pas enquiquiner les vivants. Voilà, c'est ça. Moi, je dis les vivants avec les vivants, les morts avec les morts, et les vaches sont bien gardées. Donc là, pour moi, c'est très très clair. À partir du moment où il y a quelqu'un qui vient enquiquiner les vivants d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, il va falloir le faire partir, mais de faire partir plutôt l'emmener dans la lumière. L'emmener dans la lumière. Alors souvent, c'est pour ça que quand il y a des défunts comme ça, qui peuvent venir rester accrochés à des lieux, à des maisons, etc., à ce moment-là, moi, je suis un passeur d'âme. Donc là aussi, c'est quelque chose que, c'est une charge, c'est une Oui, charge. oui, Hein, oui, vous en parlez, des passeurs d'âme, oui. pas un cadeau, mais c'est une charge, mais je le fais parce que à chaque fois, ça passe par des centaines d'âmes qui circulent, des choses. Je suis épaté par le nombre d'âmes qui passent à chaque fois, mais je me dis toujours, moi, si j'étais de l'autre côté et que j'étais coincé de l'autre côté, qu'est-ce que je serais content, quelqu'un qui vienne me renvoyer dans la lumière. Donc, c'est pour ça que je continue ce travail malgré tout. Et par contre, donc après ça, on peut appeler les autres défunts de la famille. D'accord. Autres défunts de la famille. Donc on leur dit, ok, ben, ce monsieur, il avait des pères, il avait un père, des parents, il avait des frères, des sœurs, etc., qui sont peut-être décédés, et donc ils viennent l'emmener, essayer de l'emmener, les anges, les archanges, etc. Donc là, souvent, ça peut aider aussi beaucoup à ce que cet être comprenne qu'il n'a plus rien à faire ici. Les autres vont lui dire que c'est quand même beaucoup mieux de l'autre côté et que c'est plutôt là-bas qu'il a sa vie et non plus ici. Donc souvent, ça permet de faire que là encore, c'est pas le chasser, c'est surtout l'emmener dans la lumière tranquillement. Donc là, et c'est la dernière chose qu'il faudrait regarder aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi des sorts sur la maison. Ah, des sorts sur la maison. D'accord. Ça existe aussi, ça existe aussi. Vous savez, il y a des sorts généalogiques. Oh là, dis donc. Il y a des sorts karmiques. Parce que les généalogies, je vais pas vous dire la phrase, mais vous savez, du genre, je te maudis, toi, et oui. Donc là, on se rappelle des Templiers, là, hein. C'est pas mine de rien, on est en train de le faire. Oui. Déjà. Donc même si on le dit en rigolant, etc., on le fait quand même quelque part. Oui, et donc là oui. aussi, il y a des sorts karmiques. Donc là aussi, de toute façon, que ce soit karmique, généalogique, etc., la méthodologie que je donne dans mon livre est toujours aussi efficace. Donc c'est pas un souci. Mais il y a des sorts extrêmement vicieux en ce moment. Là, j'avais une dame, par exemple, elle m'a envoyé un mail il y a pas très longtemps. Elle m'a dit, écoutez, docteur Baudin, mon mari est touché. Mon mari est touché, moi je commence à être touché par un sort. Et en fin de compte, ce qu'on s'était aperçu, c'était que ce sort avait été dirigé vers le patron de ce monsieur. Donc le sort avait été lancé sur le patron. Et à partir du patron, ça a touché la famille du patron, sa femme, des enfants, etc. Ça a touché bien sûr l'entreprise. Et à travers l'entreprise, ça a touché les employés. Et à partir des employés, ça a touché les familles des employés. Donc vous voyez un petit peu c'est des trucs. Mais comment ces gens, ils lancent des sorts? Ils lancent des sorts comment? Ils parlent, c'est tout, ils parlent?
non, non, il y a des méthodologies. Là, c'est un sort avec une méthodologie particulière, etc., et qui vont faire que ce sont des sorts qui vont toucher aussi tous les êtres qui sont en contact. Donc, c'est des sorts entre guillemets contagieux aussi. Mais c'est viral, c'est viral finalement. On pourrait presque dire ça, mais vous savez, l'homme est un génie pour découvrir des nouvelles armes de guerre, etc. Mais c'est un génie aussi pour découvrir des nouvelles armes pour aller emmerder son patient, son voisin, et surtout que ça ne se sache pas et que personne ne voit. Voilà. Donc là, alors pour terminer, si je veux me protéger de tout ça, moi, qu'est-ce que je fais? Si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de protection à 100%. Il n'y en a pas. Déjà, moi, je dirais que la première chose, la meilleure chose, c'est déjà on peut commencer à demander à se faire sa bulle. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je fais tous les jours, moi. Tous les jours, c'est déjà important, contre toutes les nuisances qu'on pourrait trouver, et de demander aussi que toutes ces nuisances sont transformées en énergie positive. Ah voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est pas les repousser, c'est les transformer en quelque chose de positif. On peut appeler aussi beaucoup nos anges et nos archanges et nos êtres de lumière. Et là, sont vraiment après ça, on peut utiliser des pierres, il y a des pierres de protection également. Le moki, là, c'est ça? Le moki, c'est différent. Le moki, ça va absorber les mauvaises énergies. Là, on va plus utiliser l'obsidienne céleste, la stibine, l'obsidienne pourpre, etc., ou la tourmaline noire. Donc, c'est des pierres qui sont des pierres de protection. Mais, si vous voulez, elles ne vont pas protéger sur tout. Il y en a à 100%, oui. Il y en a pas. Donc, si vous voulez, moi, personnellement, ce que je fais aussi, c'est que régulièrement, sur moi, je regarde si j'ai pas reçu un petit cadeau dans mes petites chaussures pendant la nuit. Voilà. Donc, voilà. Et ça se vend bien particulièrement au moment des pleines lunes. Et souvent la nuit précédant la pleine lune. Bon, on peut attraper un sort comme ça. C'est là que les sorciers travaillent le plus. Et là aussi, ça peut être la lune noire, mais c'est souvent la nuit précédant la pleine lune. Oh là, bon. Alors écoutez, on va terminer malheureusement, enfin malheureusement parce que j'aimerais bien encore, on pourrait en parler des heures. Hein, il est tellement riche ce livre, il couvre vraiment beaucoup de choses très intéressantes, bien dit. Et puis bon voilà, il y a surtout des méthodes, enfin des exercices simples. Je dis bien ça. Et pour voir. Ce ne sont pas des exercices, c'est vraiment des éléments pratiques pour oui, voilà. Enfin, moi, j'appelle ça des exercices, mais. Et oui, mais moi, j'appellerais plus ça, c'est les remèdes. Oui, voilà, des remèdes. C'est ça, c'est le mot exact. Des remèdes, précisément, pour se protéger de tout ça. Écoutez. Surtout de rester dans la lumière. Surtout de rester dans la lumière. Rester dans voilà. Que notre parole soit juste, que soit pure. Oui, ça. Et puis même plus que là, c'est vraiment être toujours guidé par cette lumière est toujours importante. Et c'est pour ça que quand il y a des sorts, par exemple, je regarde jamais d'où ça vient. Oui, c'est pas important. C'est ce qu'il faut, c'est s'en guérir. Voilà, ça va nous mettre dans la rancœur, dans la. Oui, voilà. Quand même, quand je découvrais, parce que de temps en temps, je découvre fortuitement, même sans le chercher, c'est facile à trouver, c'est très facile de trouver. Mais quand on le retrouve, d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est pas du tout les personnes auxquelles on pense qu'ils l'ont lancé. Oui, en plus. Et il y a même des personnes que vous ne connaissez pas qui sont capables de vous les lancer. Ça oui, bah sûrement, les jaloux, l'envie, tout ça, donc. Mais écoutez, Luc, à la prochaine, est-ce que vous préparez, vous m'avez dit, un séminaire. On va terminer là-dessus. Vous allez préparer un séminaire, donc qui va traiter du nettoyage, comment faire pendant 2 jours, voilà, c'est ça. Donc l'année prochaine, en 2018. C'est quelque chose que je suis en train parce que là, actuellement, je le réalise au niveau des stages de soins énergétiques, mais je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont intéressées, intéressables, qui sont pas forcément intéressées pour faire les soins énergétiques, mais qui sont intéressées par ça. Et donc là, moi, je suis intéressé, je suis en train de réfléchir sur 2 choses. La première, c'est celle que vous dites, de créer un week-end, justement, pour travailler là-dessus et qui sera ouvert à tous. Et donc qui permettra justement de toucher, de comprendre, etc. Et puis je suis en train de réfléchir aussi parce que je vois tellement de personnes qui sont dans la souffrance par rapport à ça. Je suis en train de réfléchir si je vais pas ouvrir une consultation par correspondance pour libérer justement un petit peu ces personnes, parce qu'on n'a pas besoin d'être là, on n'a pas besoin d'être trop près pour travailler là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que avant de faire une consultation, avant d'intervenir, je vous parlais par exemple des schizophrènes et des paranoïaques,
Souvent, on me dit, tiens, il y a mon frère, il y a ma sœur qui a ça. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Oui, je peux faire quelque chose. Mais quand je regarde, il y a bien quelque chose. Mais seulement, avant d'intervenir, je demande toujours si je suis autorisé à intervenir. Là-haut, là, oui. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que bien souvent, dans des cas de schizophrénie et de paranoïa, etc., on m'a répondu non. Ah non. Non. Pourquoi? J'en sais rien. Je pense que ce que j'ai compris, c'est en fin de compte que ces personnes-là avaient quelque chose à comprendre, à faire avec ça. Avec ça, oui, bien sûr, oui, c'est ça. Alors peut-être que j'étais pas la bonne personne, peut-être que j'étais pas le bon moment, peut-être qu'il faut qu'elle fasse un travail, qu'elle comprenne un certain nombre de choses. Mais si vous voulez, c'est qu'à chaque fois, moi, je demande avant toute chose. Donc là, après ça, et quand c'est non, c'est non. J'ai dérogé une fois à la règle. Je peux vous dire que je suis pas prêt de recommencer. Ah, vous en êtes mordu les doigts. J'en ai même perdu un petit bout. Là. Eh bien, écoutez, Luc, je vous dis merci encore une fois. Donc, le prochain livre, c'est sur quoi? Alors, le prochain livre, c'est... Il y a 2 livres qui sont en préparation, là dans la tête, parce que là en ce moment je suis en train de travailler beaucoup sur des e-learning, c'est-à-dire c'est qu'on est en train de faire des formations en ligne. Ah oui, ça j'ai vu, oui. Qui vont être sur des sujets divers, etc., qui me prennent beaucoup de temps. Donc sur créer sa vie autrement, il va y avoir Ho'oponopono, Aura, la force de la pensée, il va y avoir même des éléments d'énergétique, il va y avoir aussi travail sur le cancer, sur des choses comme ça. Donc ça me prend beaucoup de temps. Dans la deuxième moitié de l'année, je vais travailler, il y a 2 livres. Il y en a un qui va travailler sur la médecine spirituelle. Ah oui. Et puis un autre, c'est un roman, un peu qui va prendre la poursuite. C'est pas la suite, hein, c'est tout à fait différent, mais comme Projet Humana que vous connaissez. Oui. Et donc c'est un autre roman qui va être tout à fait sur un autre sujet avec d'autres personnages évidemment, mais quelque chose. Parce que vous savez qu'on peut se permettre à dire dans les romans ce qu'on peut pas se permettre toujours de dire dans le livre. Oui, voilà. Mais la guérison spirituelle, non. Ça, hein? Ouais. Donc c'est le projet. C'est les projets. Bon, alors à la prochaine fois. Ils sont déjà là, il faut le temps. Voilà, c'est ça. Donc à la prochaine fois, Luc. Ah bah avec grand plaisir, Sylviane. À très bientôt. À très bientôt et merci à tous. Et merci, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.